Il n'est pas encore 12 heures, peut-être que d'autres personnes ne sont pas encore là. Alors on en profite s'il y a quelqu'un qui a une question à poser en rapport avec les séances passées, peut-être qu'il peut y aller. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qu'il aurait dû poser la fois passée et qui n'a pas fait? Et comme ça, on peut, ça peut être considéré comme l'entrée en matière. Oui. Et le nom? Tchombe. C'est K? Kalebo Tchombe. Voilà. Tchombe, l'entrée en matière. Voilà, c'est Kaleb Tchombe, L2FBA. Oui. Lors de la séance passée, vous avez dit, pour matérialiser la vision, pour matérialiser la vision, il faudrait avoir une autodiscipline ainsi que la passion. On peut avoir de la passion, mais ne pas autodiscipliner. Comment peut-on créer cette autodiscipline? Et si vous avez la passion et vous n'êtes pas discipliné, autodiscipliné, vous ne pouvez pas devenir un leader et vous ne pouvez pas être en dehors des 99% des followers. Voilà. Merci. Quand vous avez la passion, je l'ai dit, c'est le moteur, c'est la flamme, c'est le carburant. Est-ce qu'un moteur peut fonctionner sans carburant? Même si c'est Mercedes-Benz, vous ne lui mettez pas de carburant, ça ne peut pas fonctionner. Vous êtes tombé. Vous ne pouvez pas avoir la passion et ne pas être discipliné. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, vous serez désordonné. Ceux qui vont en Europe, qui vont en Occident, mais ils sont frappés par la façon dont les gens sont disciplinés. Même les gens, quand ils sont au métro, ils voient comment les Européens marchent comme si c'était des fourmis. Tout le monde regarde la montre. Les gens sont autodisciplinés. Et laissez-moi vous dire, ça fait plus de 10 ans que je fais les recherches dans le domaine de leadership. Aucun leader n'a réussi s'il n'est pas dit discipliné. C'est pour ça que 99% de la population, ou 98%, sont des non-leaders. Parce que la discipline, c'est aussi quelque chose de très important. On va le voir demain quand on va parler des challenges, des obstacles. Vous allez comprendre que vous ne pouvez rien faire sans être discipliné. Et la passion, notre ami qui était quelque part ici a posé la question qu'il aimait la vision. Et vous ne pouvez pas, il ne peut pas avoir deux éléments que vous aimez, le marketing, la comptabilité, parce que les leaders doivent être concentrés, focus. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas être éparpillé, vous vous concentrez ici le marketing, vous vous concentrez ici comptabilité, vous perdez les efforts. Bon, voilà. Je crois qu'on va commencer. Il est déjà 12 heures. On va faire le maximum pour qu'on vous donne l'essentiel. 12 heures et une minute. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, on va parler des objectifs, des méthodes et des techniques pour atteindre ces objectifs. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. La vision, la vie, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Vous rêvez. Et on a dit, vous devez rêver grand. Comme Oprah, l'une des rares noires femmes qui ont réussi dans la vie, a dit, elle est issue d'une famille très pauvre, mais elle a rêvé grand et elle est multimilliardaire aujourd'hui dans un pays comme les États-Unis où les Noirs ne sont pas considérés comme des leaders. Ici, nous avons des filles leaders devant devenir des femmes leaders. Les objectifs ont pour mission de cristalliser la vision. Les objectifs cristallisent la vision.
vous rêvez. Mais le rêve, il est abstrait. Même s'il est clair, vous voulez devenir professeur. Mais maintenant, on va cristalliser ça. Vous comprenez? L'objectif constitue à cristalliser la vision. Et une fois que vous avez les objectifs, il faudra savoir comment atteindre. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui, mes chers amis. Et les objectifs, les méthodes et les techniques. Et donc, Patrick, it doesn't function. I don't know. Let me check. Sorry. Try to unplug. It's okay. Ah, okay. Thank you. You are not. Voilà, nous allons donc avoir 4 petits points, la définition des objectifs, la méthode, la définition technique et puis la conclusion. Voilà. Quand vous avez votre vision, que ce soit une vision individuelle comme nous l'avons dit, ou une vision du groupe, vous devez avoir des objectifs globaux. Donc, c'est ce qu'on a dit, vous décomposez maintenant, vous décomposez quelque chose qui est grand, vous le rendez en parties. Si vous avez un objectif global, un objectif final, il faut avoir des objectifs intermédiaires. Vous décomposez l'objectif global en objectif intermédiaire. Vous devez aussi prendre les objectifs globaux en objectifs sectoriels. C'est complexe, mais laissez-moi vous dire, chers leaders, en devenir, c'est des passages obligés. Il ne faut pas dire que vous allez faire autre chose. Tout le monde a fait ça. Et donc, l'exemple, c'est que quand vous voulez, par exemple, faire un pays, votre pays est sous-développé, vous voulez qu'il devienne développé, mais il doit d'abord passer par une économie émergente. La Chine n'est pas considérée encore comme un pays développé. C'est une économie émergente. Parce qu'il y a des conditions. La RDC, c'est un pays sous-développé, mais on appelle les économies des pays à revenus faibles. Voyez. Donc, il y a des étapes. On peut prendre aussi, vous voulez devenir recteur de l'université. Mais pour être recteur de l'université, il faut être professeur ordinaire, par exemple. Alors, donc, vous devez définir, l'objectif final, c'est être recteur. Maintenant, vous êtes seul. Vous dites, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour être recteur? On dit non, il faut d'abord être professeur ordinaire. Ah bon, c'est bien. Si vous êtes à l'université protestante, vous devez aussi voir l'aspect sectoriel. Est-ce que vous pouvez être professeur ordinaire dans n'importe où? On va vous dire non, ici à l'université protestante, pour être recteur, vous devez être à la fois professeur ordinaire, mais aussi pasteur. Vous voyez, c'est sectoriel, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas le cas de l'université de Kinshasa. Si vous êtes par exemple à l'université catholique du Congo, on va vous dire il faut être professeur, mais il faut être aussi prêtre. Voilà. Donc vous connaissez aussi les secrets de leadership. Donc, et ça, ce sont des choses que vous devez savoir, chers amis. Parce qu'on n'a jamais vu un pays quitter les niveaux d'un pays à revenu faible et devenir un pays développé sans avoir été une économie émergente. On n'a jamais vu quelqu'un devenir professeur d'université sans être assistant, chef de travaux, mais tout au moins, même en termes
des diplômes. Si vous n'avez jamais été assistant, vous voulez devenir professeur, mais il vous faut quand même avoir eu le diplôme de licence, les diplômes de DEA, vous comprenez? Et puis les diplômes de doctorat. Donc ce sont des étapes intermédiaires. Et ça, vous leaders, vous devez le savoir. Parce qu'un leader, on a déjà dit les radars, la vision qui vous polarise. Après, les objectifs intermédiaires pour finir vers l'objectif final, les objectifs sectoriels. Parce que, par exemple, vous voulez devenir un pays développé. Mais un pays développé, il y a plusieurs compartiments dans l'économie. Vous ne pouvez pas être un pays développé et avoir des hôpitaux comme ceux que nous avons ici, Mama Yemo et tout ça. Non, ça n'existe pas. Donc il y a aussi des secteurs même médicaux. Les secteurs routiers. Vous ne pouvez pas être un pays développé avec des routes, avec des trous. Non. Donc vous voyez très bien que c'est facile, mais la méthodologie, la méthode, c'est pour ça que vous voyez, on vous donne les cours de méthode, de technique en première année graduale. Que vous soyez en médecine, que vous soyez en philosophie, tout ça, parce qu'on veut vous donner les outils. Le méthode. Donc, et ça, il faut, pour y arriver, le plan, mes chers amis. Vous devez planifier. Le plan. C'est un élément clé. Quand on vous dit des pays comme le Japon, la France, tout ça, c'est comme ça que vous retrouvez même dans un gouvernement, il y a un ministère du plan. Le plan, c'est indispensable. Vous devez planifier. Je vais devenir docteur, je vais devenir recteur, je vais créer une entreprise. Mais il faut planifier ça. Si vous ne voulez pas planifier, c'est-à-dire que vous refusez de guider votre vie en tant que leader, c'est vous qui devez diriger votre vie. Si vous ne dirigez pas votre vie, alors la vie va vous diriger. Un leader, c'est quelqu'un qui dirige, pas être dirigé. Le plan vous permet d'idéaliser votre vie. Dans 5 ans, moi j'entre à l'UPC, dans 5 ans je dois sortir licencié. Ah bon? Dans 5 ans, ah, ok. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant chaque année? Vous comprenez? Mais si on vous dit, mais vous ferez comme, ah je ne sais pas, ah bon? C'est comme ça, dit oui, je ne sais pas. Vous devez planifier. C'est très important. Et vous voyez la vision, les objectifs globaux, les objectifs sectoriels. Donc, la méthode, mes chers amis, la méthode. Une démarche raisonnée, cohérente, qui vous permet, sur base d'un certain nombre de facteurs, d'arriver au même résultat. Ceteris paribus. Toutes choses restant égales par ailleurs. La méthode. Rien d'excellent. Retenez ça, rien d'excellent. Rien de performant ne peut être atteint sans la méthode. Même les fourmis, regardez la façon dont les fourmis vivent. Il y a la méthode. Quand je vous dis, suivez le film documentaire, les sciences et vie, les géographiques, vous allez voir, il y a même Dieu est mystérieux, vous allez voir même les animaux. Il y a une catégorie d'animaux qui, pendant une telle saison, leur rôle c'est de stocker les aliments. Parce qu'ils savent que dans une telle saison, il n'y aura pas à manger. Un animal. Comment vous qui êtes homme, vous allez dire, non, si Dieu s'occupe des oiseaux,
et nous qui sommes les hommes. Vous avez déjà entendu des gens parler comme ça. Donc, la méthode vous permet d'atteindre l'efficacité, l'efficience, l'objectivité. Parce que la méthode, toutes choses restant égales pareil, le même facteur atteignent le même résultat. Qui ne connaît pas comment les pays développés sont devenus développés? Mais c'est à cause de la méthode. C'est ce que nous vous enseignons à l'université, n'est-ce pas? Si vous voulez être efficace, soyez méthodique. Si vous voulez être efficient, soyez méthodique. Si vous voulez être objectif, soyez méthodique. La méthode. Les techniques. Bon, évidemment, il y a plusieurs types de méthodes. Les capitalistes, par exemple. Vous savez, il y a le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Nos amis de la Russie et de l'URSS, c'est les communismes, les socialismes. Nos amis de l'autre côté, les occidentaux, les capitalismes. L'objectif en politique économique, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais pour les communistes, c'est l'État qui est l'acteur principal. Pour les capitalistes, c'est l'homme qui est l'acteur principal. C'est la méthode. Et aujourd'hui, on est à mesure de savoir quelle est la meilleure méthode. L'économie de la Russie est comparable à celle de l'Espagne. Et les Occidentaux s'en moquent. Là, la méthode. Il faut savoir la méthode. L'industrialisation. Vous pouvez dire, on va industrialiser, on industrialise l'économie pour pouvoir se développer. C'est une option. L'autre peut dire, on se spécialise dans le tourisme. Nous avons un pays qui est merveilleux. Nous allons prendre l'industrie du tourisme. Donc, vous devez faire la méthode. Je vous ai dit ici, le président Lee Kuan Yew, il avait levé l'option. Singapour a dit, moi, je vais faire de mon pays l'industrie électronique. Voilà, l'industrialisation fondée sur l'électronique. La méthode pour améliorer les conditions de vie des Singapouriens. Il l'a fait. Et Singapour est devenu une économie avancée. Donc, ça dépend, mais il faut la méthode. Les techniques. Quand vous avez décidé de la méthode, il faut y mettre les techniques. Un ensemble de procédés qui vous permettent effectivement de matérialiser la méthode. Vous êtes une économie capitaliste, c'est-à-dire fondée sur l'acteur humain, individuel, le secteur privé. Alors, quelles sont les techniques que nous devons faire? Vous avez la loi de l'offre et de la demande. C'est une technique. On n'administre pas les prix. On laisse la loi de l'offre et de la demande. C'est une technique. La technique vous permet donc d'être rapide, de simplifier les choses et d'améliorer la productivité. Donc, voyez-vous, il faut absolument, chers amis, en réalité, ce que nous sommes en train de vous dire ici, autant Dieu a permis à tout le monde de devenir grand, autant c'est complexe, parce qu'il y a des passages obligés. Il n'y a pas de mysticisme. Chacun d'entre nous est à mesure de produire ce qu'il veut être. Donc, les techniques. Et on vous dit, il y a plusieurs techniques. La technique des petits pas. Les Chinois disent, si on veut réaliser 1000 km, il faut toujours commencer par le premier pas. Mais il y a des gens qui ne veulent pas faire le premier pas, ils veulent faire les 1000 pas. Beaucoup de Congolais ici.
termine l'université, il va devenir riche. Il va avoir une Mercedes. Ben, je dis, mais mon cher ami, commencez le fils qui part la petite Renault. Il dit, non, 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 moi je veux seulement une Mercedes. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est né et tout d'un coup commence à courir? À cause de... Non, c'est un processus. C'est un processus, voilà. Process. C'est vraiment un processus. Même si vous êtes le fils d'un milliardaire, est-ce que vous pouvez courir le même jour? Non. Impossible. La procrastination, chers amis. La procrastination, c'est aussi une technique. Il y a des gens qui sont spécialistes à ne rien faire aujourd'hui. C'est-à-dire, je verrai ça demain. Je verrai ça demain. Je verrai ça la semaine prochaine. Je verrai ça le mois prochain. Et vous finissez par ne rien faire. Faites ce que vous devez faire et au moment où vous avez la possibilité d'être. Le temps, c'est plus précieux. Le temps, c'est une ressource non renouvelable. Chaque jour que vous passez, il est parti pour du bon. Chaque minute que vous consommez est parti pour du bon. Non renouvelable. Donc, il faut absolument que vous sachiez que ce que vous voulez faire, faites-le aujourd'hui. Ne jamais reporter ce que vous pouvez faire demain. Alors, nous tendons vers la fin de cet exposé d'aujourd'hui qui consiste à vous donner les objectifs, les méthodes, les techniques, les suivis et évaluations. Mes chers amis, c'est très très important. Les suivis et évaluations. Vous avez planifié. Mais il faut évaluer où est-ce que vous êtes. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas évaluer. Ne savent pas dire quel est le pourcentage d'exécution des tâches. Ceci est très important parce que finalement, vous posez la question, mais écoutez, mais vous êtes en train de travailler. À quel pourcentage vous êtes dit? Je ne sais pas, j'attends seulement quand je vais finir. C'est pas possible. C'est une maladie, c'est presque un cancer. Les suivis et évaluations. Si vous êtes travaillé avec des experts des pays développés, vous allez remarquer que les suivis et évaluations, c'est un élément clé. Tout simplement parce que les suivis et évaluations vous permettent de corriger. Vous permettent de corriger. Ce qui est mauvais, vous le corrigez. Ce qui est bon, vous le consolidez. Vous l'améliorez davantage. Quand vous travaillez avec des institutions comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale, qui sont des symboles du capitalisme, quand vous avez une série de réunions, une prochaine réunion commence par l'évaluation de la réunion passée. Qu'est-ce que nous avons décidé? Quelles sont les mesures que nous avons prises et qui devaient être appliquées? Les leaders commencent toujours par. Mais ici, chez nous, les modèles des pays qui ne réussissent pas. Quand on a commencé une réunion sur un sujet sur lequel on a discuté, on ne se demande même pas quelles sont les décisions qu'on a prises les fois. Plusieurs fois. Conséquence, on prend la même décision sur le même sujet et on perd énormément de temps. On fait donc les surplaces. Nous, quand nous avions la troïka stratégique à la primature, on se réunissait chaque jour, disons, une fois par semaine, de 7h à 8h et pas plus, et pas avant et pas après. La première décision, c'était l'évaluation des décisions prises la semaine passée.
les gouverneurs de la Banque centrale, le ministre des Finances, le ministre de l'économie, le ministre du budget, quand il s'agissait du secteur macroéconomique, parce qu'il nous arrivait d'inviter le ministre sectoriel. Si on doit examiner la question en rapport avec l'éducation, nous invitons les ministres de l'éducation. Quand on a besoin de regarder la question de l'énergie, on invite le ministre de l'énergie. Première décision, monsieur le gouverneur, les décisions de votre secteur doivent être réalisées à au moins 90%. Pas d'explication. Vous avez été là quand on a pris la décision. Vous êtes là, les taux d'évaluation, pas en dessous des 90%. Ce qui fait que les ministres sectoriels, quand on est arrivé samedi, tout le monde doit faire pour que les décisions soient d'application. Il n'y a pas de magie, chers amis. Il n'y a pas de magie. Et si tout le monde sait que les décisions doivent être d'application, au moins 90%, c'est-à-dire tout le monde va travailler pour ne pas paraître comme quelqu'un qui ne travaille pas. Et c'est comme ça que nous avons fait des taux de croissance de 9,5%. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est pas bon. Vous comprenez? Ce n'est pas de la sorcellerie. Suivi et évaluation. S'il n'y a pas de suivi et évaluation, comment est-ce qu'on saura qu'une décision a été appliquée et qu'une autre n'a pas été appliquée? Comment on saura qu'un projet qui est en train d'être exécuté il y a 10 mois est avancé ou il n'est pas avancé? Comment on saura qu'on a détourné l'argent? Mais il faut qu'il y ait le suivi et évaluation. Les conseils des ministres, c'est pour ça. Les conseils, les commissions interministérielles, c'est comme ça. Lorsque j'ai été invité par certains présidents africains qui voulaient que je puisse les conseiller, j'ai transposé la troïka stratégique dans certains pays africains. J'ai dit, monsieur le président, je n'ai pas de magie. Un gouvernement, c'est quelque chose de complexe. Vous devez à la fois gérer les secteurs de l'énergie, les secteurs des routes, les secteurs agricoles, les secteurs de l'éducation. C'est complexe. Mais vous devez absolument avoir le temps d'avoir non seulement les conseils de ministres, les commissions interministérielles, secteurs par exemple, des projets sociaux, il faut que les gens fassent. Et le suivi et l'évaluation permet une cohérence. Oui. La cohérence. Ça, on sait que ce qui se fait dans l'éducation est en cohérence avec le secteur, par exemple, du travail, de l'emploi. On forme qui pour faire quoi? Donc, c'est important parce que ça permet aussi d'actualiser. Vous pouvez avoir pris des objectifs, mais une année après, est-ce que ces objectifs sont en accommodation avec les réalités, les présentes? Les choses changent et les objectifs doivent être actualisés. Et quand il n'y a pas de suivi et d'évaluation, et donc on ne sait pas si l'objectif est désuet, il y a la guerre en Ukraine. Vous savez, avec les amis de deuxième licence économie, aujourd'hui, les prix du blé sur lesquels on fabrique le pain ici sont impactés par la guerre en Ukraine. Mais le suivi et l'évaluation, ça vous permet effectivement de voir quelle est la stratégie parce que le taux d'inflation va être impacté. Si le taux d'inflation est impacté, le cadre macroéconomique va être impacté. Et donc, on doit pouvoir réviser les objectifs macroéconomiques. Tout ça, c'est le suivi et l'évaluation. Mais il ne faut pas que ce soit un suivi et évaluation folklorique. Vous arrivez, vous vous dites bonjour, vous saluez, vous riez, vous discutez, et puis vous partez. Il faut toujours un tableau de décisions avec les timings et les acteurs.
On arrive, on dit, bon, monsieur Kevin, la fois passée, qu'est-ce que vous deviez faire ceci? Le secret de la Corée du Sud, du général Park, quand il était président. La première semaine du mois qui commence, avec tous ses ministres, il prend son papier. Monsieur le ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que vous deviez faire? C'est de la réalité, chers amis, pour que vous compreniez le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas la théorie. Vous lisez l'historique de la Corée du Sud, on vous dira ce que le général parle. Vous avez atteint votre objectif, vous restez. Vous n'avez pas atteint votre objectif, le contrat avec le gouvernement est terminé. Voilà ce qui explique pourquoi aujourd'hui les Coréens du Sud sont fiers de voir leurs collègues du Corée du Nord enjamber les murs pour venir chez eux. C'est la malédiction de leadership. Voilà donc, en conclusion, pour terminer. En conclusion, chers amis, le plus important, c'est de savoir qu'une vision doit être claire. Et quand vous avez une vision claire, les objectifs doivent venir cristalliser votre vision. Et vous devez avoir des objectifs globaux, finaux. Si ça concerne plusieurs secteurs, comme des visions des groupes, vous devez aussi avoir des objectifs sectoriels. Mais il vous faut un plan. Ayez un plan, chers amis. Même quand vous commencez votre journée, ayez un plan. Vous commencez votre mois, ayez un plan. Vous commencez votre année, ayez un plan. Pendant que les autres sont en train de fêter les bonnes années, vous êtes en train aussi de vérifier l'objectif du mois de janvier, l'objectif du mois de février. Je dis, mais pourquoi vous n'êtes... Non, je termine d'abord l'essentiel. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Et que vous allez être compté parmi les 1% de la population mondiale considérés comme des leaders. Voilà, chers amis, ça nous fait 30 minutes. La séance d'aujourd'hui était donc décidée à partager avec vous c'est les objectifs, les méthodes, les techniques pour pouvoir arriver à être un bon leader. Je vous remercie. Merci professeur pour cet exposé tellement riche autour des objectifs techniques et méthodes sur le leadership. Alors nous allons présentement procéder par la série des questions. Comme vous le savez, on commence par la première série de 5 questions. C'est-à-dire on va choisir 5 individus et que chaque individu devra aller droit au but, donc poser la question. Si vous avez peut-être des remarques ou des propositions à faire, peut-être vous allez voir le professeur après, parce que nous courons après les temps. Donc nous voulons aujourd'hui que vous posiez au professeur autant de questions possibles, parce qu'on a encore 30 minutes. Donc 30 minutes, donc on estime qu'on peut avoir 3 séries de 5 questions, ça veut dire 15 questions. Merci. Qui se manifeste? Kabongo. Donc, venez ici. Vous vous levez, vous vous présentez et allez droit au but, posez la question. Ouais. Merci professeur, c'est Sharon Amsi, aide de droit. Oui. En fait, depuis le début de cette séance de formation, vous avez à répéter plusieurs fois et dire que tous nous naissons avec... tous nous avons devant nous les mêmes opportunités et tout ce qui va. Et en réfléchissant, j'ai une idée qui m'est passée par la tête. En parlant des opportunités devant nous, est-ce que vous pouvez affirmer que, je prends l'exemple des filles, que toutes les filles assises dans cette classe ont les mêmes opportunités devant elles que ces filles qui grandissent par exemple dans les quartiers Pagadjouma? Est-ce que vous pensez que ces filles... Pakadima, c'est de quel côté? Pakadjouma, c'est de quel côté? Kingaboa. Vers Kingaboa, oui. Oui.
c'est un quartier réputé pour les taux de prostitution très avancés et surtout chez les filles des bas âge. Du coup, je me disais, vous qui avez affirmé que nous avons tous les mêmes opportunités devant nous, est-ce que vous pouvez dire que nous, les filles assises ici devant vous, nous avons peut-être les mêmes opportunités que ces filles-là? Merci. Ok. Oui, je me présente, c'est Sidi Kabongo, L2 économie monétaire. Professeur Matata, je vais vous poser. C'est Kabongo? Oui. Ok. Une question parce que j'ai vu dans votre exposé, vous donnez des exemples. Quand vous étiez à la primature, vous insistiez sur les taux de croissance que vous avez fait à 9%. Personnellement, je vous suis aussi de près lorsque on vous interrogeait par les journalistes de RFI à la primature. Lorsque vous, c'est une question pour moi importante en tant qu'économiste, lorsque vous parlez de taux de croissance économique à 9%, oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est, je vais parler en termes de taux de croissance réel, il y a l'impact de l'inflation à l'intérieur et nous savons tous que notre économie a un pourcentage, je n'ai pas les chiffres élevés en termes d'économie informelle, ce qui fait que les statistiques économiques qui ne reflètent pas la réalité, la production réelle. J'ai checké sur le site de la Banque mondiale pour la fiabilité de données. Lorsqu'on montre l'évolution de la production en RDC, le cycle économique il évolue de manière positive, mais c'est les PIB à prix courant et non constant. Donc, est-ce que ces taux de croissance étaient-ils taux de croissance économique réels, représenter la production réelle de la RDC? Je vais parler d'un rebasage du PIB, parce que vous aviez tenu compte du secteur informel qui est prédominant sur le secteur formel. Ça, c'est vraiment ma question. Si vous me permettez, une seule question par rapport à l'exemple que vous avez donné le Général Park, la Corée du Sud, par rapport au taux de réalisation des tâches. Est-ce qu'il y a quand même, parce qu'en tant que des humains, c'est vrai, on n'a pas toléré tout le temps les erreurs, mais il y a des écarts minimaux en termes des taux de réalisation qu'on peut accepter, ou quand on dit 9%, c'est 9% quand vous ne réalisez pas ça, vous démissionnez carrément, vous quittez le poste où il y a les écarts minimaux des objectifs qu'on peut accepter. Merci. Merci beaucoup. Kevin attend pour ancien étudiant de l'UPC. J'ai juste deux questions pour ça. La première, c'est que nous sommes dans un sens purement très pratique. C'est que c'est le cas échéant de la RDC. Devions-nous dire aujourd'hui que nous avions un problème de vision ou de leadership? Parce que depuis 1960 à ces jours, je ne sais pas dire clairement si c'est la non-volonté ou nous n'avons pas de vision. Parce que nous avons eu des personnes qui ont eu tout ce que vous nous aviez enseigné jusqu'à ces jours, le potentiel, les ceci. Bien évidemment pas le popularisme, tout ce qui va avec, mais le pays a tellement chuté. Donc, avions-nous un problème de vision ou de leadership? En second lieu, c'est que sur base de ces schémas que vous nous avez donnés, vision, objective, plan, méthode, technique et puis suivi, évaluation, devions nous dire à ces jours que l'ensemble de ces personnes qui sont au pouvoir sont en train de suivre ces cheminements. Pourquoi? Parce que je me dis, comme vous l'avez dit tantôt, c'est que le pays développé ont suivi ce genre de méthodes. Or, nous, lorsque nous suivons les informations, la plupart de personnes qui nous dirigent, ces ventes à l'horizon 2030, à l'horizon ceci, il y aura émergence, il y aura tous ces genres de choses. Mais la faisabilité au quotidien, nous ne voyons pas. Donc, il y a ces problèmes de schéma aussi, où c'est que, voilà, nous ne mettons pas le personne qu'il faut dans la place qu'ils doivent être. Merci pour ça. Bonjour professeur, je réponds au nom de Ivan Bonjeka, étudiant en L2 Finance, Banque et Assurance. Donc je vous ai suivi religieusement lorsque vous parlez de méthodes et techniques, et il y a quand même une préoccupation qui me vient. Vous avez dit que la méthode était au fait l'ensemble de ces démarches qui est à la fois raisonnée et cohérent, permettant d'atteindre un but. Et j'ai compris ce terme but comme une position favorable. Il fallait à tout prix atteindre. Mais je n'ai pas vu le caractère pérenne. Le fait d'atteindre cet objectif, d'atteindre ce but, mais pas de se pérenniser. Alors je me demandais, un leader n'est-il pas quelqu'un qui se fixe des objectifs pour s'y maintenir, ou donc voilà, essayer de garantir ou couvrir ses arrières une fois arrivé, ou bien l'atteinte des objectifs est le but final d'un leader.
Merci beaucoup pour la parole. Merci aussi, professeur, pour votre brillant exposé. Ma question, elle était... Les noms? Annie Farut, juriste de formation. Ruth. Oui, Annie Ok. Farut. Ma question était la suivante. Est-ce que la réalisation des objectifs assignés passe nécessairement par l'imposition? Parce que vous parliez tout à l'heure, du moins vous avez parlé par rapport à, dans vos différents exposés passés, qu'il faut de l'influence légale et celui qui a influence. Mais si l'on n'arrive pas par son influence à faire asseoir sa loi, est-ce que l'imposition ou bien l'utilisation de la force serait les bons moyens? Mais aussi, en tant que Premier ministre, puisque vous dites que c'est un exposé sans tabou, quelle a été votre vision à la primature et qu'est-ce que de quoi vous vantez-vous d'avoir réalisé comme objectif ici? Voilà, nous clôturons avec la première série des questions. Et nous laissons la parole au professeur Maradin. Ok, merci. Alors, première question, c'est Sharon Amsini, c'est ça? Voilà, nous sommes tous des leaders. Est-ce que, bon, les filles ici d'une famille modeste peuvent, des Pakajuma, peuvent avoir le même perspective. Laissez-moi vous dire que tout le monde a le même capacité, la même opportunité. Et je ne veux pas utiliser le terme chance parce que je n'aime pas. Et je peux me dire, tout le monde a la même chance. Ce n'est vraiment pas les quartiers dans lesquels vous êtes né qui peut déterminer votre vie. Ce n'est pas la famille dans laquelle vous êtes né qui peut déterminer votre vie. Ce n'est pas la tribu dans laquelle vous êtes né qui peut déterminer votre vie. C'est ce que vous voulez. Et ça, c'est même dans la Bible. Je ne sais pas s'il y a des gens, des pasteurs ici. Moi qui vous parle, je crois avoir aussi vécu dans un quartier comme Pakachou. Je suis né à Kindu, dans ce qui était considéré comme le quartier le plus pauvre de la ville de Kindu. Et on avait honte de se présenter quand on posait la question, vous, Sharon, même si vous venez d'où, dit bon, je viens de la cité. Parce que si vous désignez le quartier dans lequel on était, ah bon, voilà là où moi je suis né. Je disais l'autre jour à Rachel, dit que bon, quand vous dites que vous êtes dormi dans une maison sur la natte, c'est très différent, vous voyez d'où je viens. C'est à Kindu et la maison existe. Elle est aujourd'hui considérée comme musée. Le président Kabila voulait même entrer quand je l'ai amené là-bas et je lui ai dit de ne pas entrer parce que si un serpent pouvait le mordre, moi je serais mort le premier. Lui peut-être serait sauvé parce que les militaires m'auront tué d'entrer. Je lui ai dit non, monsieur le président, ça ne sert à rien d'y entrer. Voilà là où moi je suis. Dans le quartier où on était, c'était le quartier, quand vous dites que vous venez de là, les collègues vous fuient. Parce qu'il y avait trop de sorciers dans le quartier. Voyez-vous, Sharon, mon père, qui était un tireur de vin de palme, a voulu que je puisse étudier comme vous. Et quand il m'arrivait d'être en mission aux États-Unis comme Premier ministre ou en Europe, on me posait la question si j'ai étudié dans une belle université à Bruxelles. J'ai dit non, c'est à Kindu. Donc même pas Pakajuma. Est-ce qu'on demande du travail? On demande si vous venez de Pakajuma? Non. C'est le diplôme. Est-ce qu'on demande? C'est ce qui est plutôt dans la tête. Ce que j'enseigne aux étudiants. Le capital humain, c'est le meilleur capital qui puisse exister. Ce n'est pas la maison. Nous avons étudié avec des amis à l'université, qu'on a mené en voiture. Sharon, laisse-moi te dire, j'en ai engagé plusieurs. Vous comprenez? Qui venaient en voiture.
mais dont le revenu a diminué. Alors, Kabongo, cher ami, vous voulez savoir est-ce que les taux de croissance macroéconomique ou les progrès macroéconomiques qu'on a réalisés, notamment en termes de PIB, ont impacté, j'ai converti très bien votre question, ont impacté le niveau socio-économique de la population. Parce que vous dites, est-ce que c'est un taux de croissance réel? Voilà. En 2014, le patron du PNUD en RDC, qui était d'origine malienne, a fait l'éloge du gouvernement congolais parce que nous avons gagné 11 points dans les classements de l'indice du développement humain. Je parle à un jeune économiste comme vous, avare de la lecture. Quand on parle de l'indice du développement humain, c'est un indice agrégé qui intègre à la fois le niveau de l'éducation, le niveau d'accès à l'eau, le niveau d'accès à l'électricité, la santé, voilà. On a gagné 11 points et c'était la première fois qu'un pays dans l'histoire de l'indice de développement humain puisse gagner 11 points. Donc, quand on vous dit qu'on ne mange pas la macroéconomie, ça ce sont les sociologues. Vous, en tant qu'économiste, vous devez comprendre, on mange la macroéconomie. Le secteur informel, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un secteur qui existe. Mais nous, en tant que macroéconomistes, lorsqu'on veut évaluer le progrès économique, on tient compte des variables réelles, des variables formelles. Et sur base de ces variables formelles, il y avait donc un impact socio-économique appréciable. C'est bon? Vous avez une sous-question? C'est laquelle? Le général Park, oui, voilà. Est-ce que, bon, voilà. Est-ce qu'il y a les écarts? Ah, je pensais que c'était pour Kevin, c'était pour vous. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai dit ici que quand je faisais ma réunion de Troïka stratégique, tout le monde n'était pas obligé d'atteindre les 100%. Mais ce que j'ai considéré comme plancher, c'est 90%. J'imagine aussi que le général Park ne demandait pas à 100%. Mais lorsque moi j'ai visité l'Institut du développement de la Corée du Sud, où on m'a fait montrer des photos de la Corée du Sud vers les années 60, il y avait des villes comme Kingasan ici. Et l'expert économiste m'a dit, voilà ce que le général Park faisait. Et donc je suis obligé de vous le répéter ici. Dans les techniques, on a vu les copier-coller, n'est-ce pas? Oui. L'imitation. Donc chaque ministre qui venait dans le gouvernement, il savait que quand il se réunissait avec le général Park, au début du mois, il doit réaliser un chiffre, j'imagine peut-être qu'il s'arrêtait à 75% peut-être, parce qu'on est toujours dans la distinction. Donc on ne peut pas dire que le général Park demandait à ce que ce soit les 100%, mais je crois qu'il ne pouvait pas non plus demander 50%. Parce que si on est à 50%, c'est qu'on n'avance pas. Alors, Mr. Kevin, y a-t-il vraiment un problème de vision et de leadership en RDC? Est-ce que l'ensemble des gens qui sont au pouvoir sont en mesure de comprendre tout ce que nous disons ici? Bon, moi je suis pas vraiment, je n'aime pas la polémique. Je vous dis, Kevin, ce qu'il faut faire pour développer un pays. Ce qu'il faut faire pour être leader. Ce qu'il faut faire pour être un grand opérateur économique. Ne pensez pas que le leadership, chers amis, c'est uniquement dans les secteurs politiques. Non, dans les secteurs privés, dans les secteurs individuels. Quand on vous dit qu'il n'y a aucune banque qui appartient à un Congolais dans ce pays, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Quand on vous dit que les grandes entreprises, quand vous allez à la FEC, on réunit la FEC, il y a plus d'étrangers que de Congolais. Donc, les secteurs privés, les Congolais, tout ça, c'est la vision, les méthodes, les techniques, les suivis et évaluation. Donc, vous-même, M. Kevin, vous êtes à mesure de nous dire
de répondre à cette question après avoir entendu tout ce que nous avons dit ici, y compris pour les gens venant de Pakadjouma? Vous êtes à mesure de nous dire, est-ce que c'est un problème de leadership? Est-ce que c'est un problème de gouvernance? Ou, comme certains aiment dire, c'est un problème de malédiction? Est-ce que Dieu peut maudire un pays? Kevin, est-ce que Dieu peut maudire un pays? Il en a le pouvoir, mais ça dépend si Non. il était contre lui. Vous n'êtes pas pasteur. Dieu ne peut pas bénir un pays. Enfin, ne peut pas maudire un pays. Dieu bénit tous les pays au même titre. Mais il peut y avoir la malédiction des leaderships. Ça, c'est une malédiction réelle. Ivan Bonjeka, les caractères de cet objectif, caractère pérenne. Non, vous avez totalement raison. Si vous étiez là hier, vous l'auriez compris. Enfin, c'est hier, vous n'étiez pas là hier, n'est-ce pas? Voilà. Un leader, c'est quelqu'un qui veille à la pérennité. Hier, je parlais de la loi de l'héritage, the law of legacy. Un leader, c'est quelqu'un qui veille à sa postérité. Quand je ne serai pas là, est-ce que ces dons pour lesquels je me suis bâti va continuer? C'est ça le leadership. Et à travers ça, un leadership veille à ce qu'il y ait d'autres leaders. Un leader, on reconnaît aussi un leader par la formation d'autres leaders au travers d'eux. Ainsi qu'hier, j'ai dit ici que j'avais 2 conseillers qui étaient chez moi quand j'étais ministre des Finances, et tous deux sont devenus des ministres des Finances. Et de bons ministres des Finances. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'un leader ne peut pas juste être content d'avoir réalisé des choses et quand il parle, il n'y a plus rien que non. Ce n'est pas un leader. Un leader, vous avez vu quand Mandela, après avoir passé ses 4 ans, en dépit du fait qu'il avait encore tout le temps, il a dit, je me retire. Mais il avait dans l'entretemps préparé Thabo Mbeki pour pouvoir continuer à poursuivre le même idéal. Anifa Ruth. La réalisation des objectifs par l'influence. Et si on n'arrive pas à influencer... mais Anifa, est-ce que vous étiez là hier? Vous étiez là? Mais vous savez, quand j'ai dit qu'un leader, c'est celui qui influence. Je crois que c'est peut-être vous qui vous avez posé cette question hier. C'est qui? Parce qu'on disait que si... est-ce que quelqu'un qui n'influence pas peut continuer? Non. C'est qui? Ah, il n'est pas là. Hein? Ah, oui, voilà. C'est juste là. Voilà, tout à fait. Je me suis dit, vous voyez votre poste là. En fait, un leader, il doit avoir de l'influence, n'est-ce pas? Quand on a défini le leadership, un leader, il exerce de l'influence. Il est différent du manager, qui lui, il a des fans. Donc les gens, vous savez, quand vous chantez bien, les gens vous aiment, vous sont vos fans. Mais vous ne les inspirez pas. Ils ne sont pas convaincus. Quand quelqu'un est leader, il convainc les gens. Il a des qualités. Il inspire. Et quand il inspire, et donc les gens doivent les suivre. Quand il commence à utiliser des manipulations, la malice, comme quelqu'un l'a dit hier, ça pose un problème. Peut-être si ce sont des cas exceptionnels, n'est-ce pas? Pour des situations bien déterminées. Mais quand on voit un leader dont la mission principale c'est de tromper les gens, de manipuler les gens, je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai ceci, mais quand il arrive, il ne fait rien. Ça, c'est de la manipulation. Et ça, ce n'est pas un leader, ça, c'est un manipulateur. Quelle est votre vision quand vous étiez Premier ministre? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Écoutez, je fais ce que je pouvais faire. J'enseigne à nos amis, les Kabongo qui suivent les cours de politique économique avec moi. Quand vous prenez 1960 jusqu'à aujourd'hui,
la période 2012 à 2016 où j'ai été Premier ministre, c'est la période où la RDC a réalisé les taux de croissance élevés les plus élevés. Les taux d'inflation le plus bas. Voilà. J'avais cette vision-là et j'étais fier de l'avoir fait. Et j'ai utilisé la meilleure gouvernance possible. J'ai lutté contre la corruption, contre la fraude. Nous avons fait un taux de pression fiscale qui avoisinait les 14%, 13% quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes presque à 8% des taux de pression fiscale. Les taux de pression fiscale, c'est les ratios entre les recettes mobilisées et les richesses créées. C'est un indicateur clé pour ceux qui sont économistes. Donc, Ruth, la vision était de pouvoir tracter la machine vers l'économie d'émergence. Et quand j'étais Premier ministre, la Banque mondiale, le Fonds monétaire ont cru à l'émergence de la RDC en 2030. Parce qu'en moyenne, on a fait un taux de croissance de 7,7% pendant près de 5 ans. La Chine, si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle a fait presque pendant 30 ans un taux de croissance de plus de 10%. Taux de croissance, c'est un agrégat pour dire on crée les richesses. Si vous faites un taux de croissance de 10% et que les taux de croissance démographique est de 1%, de 2%, c'est-à-dire il y a une création de richesses nettes positives. Et c'est là où la pauvreté diminue. Et le chômage diminue aussi et les conditions de vie de la population s'améliorent. L'indicateur du PNUD qui a dit que la RDC a gagné 11 points dans les classements dit l'indice de développement humain, c'est-à-dire qu'il y a eu une diminution de pauvres. C'est ce que ça veut dire. Bon, maintenant, lorsqu'on diminue la pauvreté de quelques pourcentages, est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Il faut que ça reste de manière continue. Voilà. Voilà pour la première série de questions. Voilà, professeur. Bon, il nous reste 5 minutes parce qu'on doit arrêter à 13h juste. Question que les uns et les autres puissent regagner leurs auditoires. Donc vous allez nous excuser, on n'aura pas 3 séries de questions. On aura une deuxième série et la dernière de questions. Mais je ne pense pas aussi, c'est un point de vue, qu'on aura 5 questions. Alors on va demander à 3 individus de d'aller droit au but, poser votre question, et puis le professeur va répondre. Merci monsieur pour la parole. Je m'appelle Mika Zemlingo. Je suis en L2-3. Ma question est de savoir, comme par rapport à la préoccupation de Sharon, vous avez dit que tout le monde a les mêmes capacités, on a tous les mêmes opportunités, comme vous avez dit. Mais moi, j'aimerais savoir si un handicap quelconque pourrait être comme une barrière pour un leader. Par exemple, quelqu'un qui est muet, par exemple. Est-ce que le fait qu'il soit muet pourrait être une barrière pour qu'il soit leader? C'est ça ma question. Merci. Oui. Merci, monsieur le professeur. C'est Divine Monsouga, aide de FBA. Vous avez parlé des objectifs sectoriels et vous avez dit que vers la fin, les suivis et évaluations permettent d'actualiser ces objectifs dans les objectifs globaux qui doivent être scindés aussi en secteur. Moi, je me baserai beaucoup plus sur le cas de Congo Airways aujourd'hui. En 1945, Ethiopia Airlines a été créé et une année après, l'avion Ethiopia Airlines était en mesure d'effectuer un voyage Caire à Addis Abeba. Congo Airways est créé en 2014, précisément le 15 août 2014. Et aujourd'hui, Congo Airways est interdit sur les lignes européennes. Quelle a été votre vision clé par rapport à l'entreprise Congo Airways? Et aujourd'hui, si on aimerait parler des suivis et évaluations, pensez-vous que les objectifs qui ont été
définis pour Congo Airways sont suivis jusqu'aujourd'hui et évalués parce que ce qui se passe maintenant, permettez-moi, est catastrophique et décevant. Merci. Oui, c'est Sylvain Boudumbu, L2 Théologie. Oui, professeur Kieffer, des facteurs qui peuvent faire en sorte que le leader ne puisse pas atteindre ses objectifs, des facteurs qui sont indépendamment de sa volonté. Ok, merci Sylvain. On va terminer par cette question. D'abord, en ce qui concerne Mika, tout le monde, je l'ai dit et je le répète, a le même potentiel parce que Dieu n'est pas injuste. Hein? Dieu, il est juste. Même si vous venez de Kingasan, Yasuka, je ne sais pas où, vous avez le même chance. Maintenant, si vous êtes mioué, ça, ce sont quand même des handicaps tout à fait extrêmes. Parce que vous êtes muet, vous ne savez pas parler, et vous savez qu'un leader doit communiquer. Un leader doit communiquer. Et si vous n'êtes pas muet, vous n'allez pas quand même demander à tous ces gens de vous suivre avec des gestes. Mais c'est un handicap sérieux, n'est-ce pas? Et je ne sais pas vraiment vous dire, je crois qu'il peut tout au moins peut-être réussir en tant qu'individu. Parce que vous savez, il y a le leadership qui passe par une vision individuelle, comme on l'a vu hier, mais il y a aussi une vision du groupe. Mais un handicap ne peut pas être un obstacle, comment on dit, fatal pour la réussite d'une personne qui est décidée. Je vous ai parlé, peut-être pour les amis de la deuxième licence qui ont cours avec moi, qu'aux États-Unis, on a vu par exemple une jeune dame qui n'avait pas de main, mais qui est devenue pilote de ligne. Elle a rêvé, elle a dit, quel que soit mon handicap, je vais devenir pilote. Dans un pays comme les États-Unis où la réglementation est stricte. Mais elle est devenue commandant aujourd'hui. Si vous entrez dans l'Internet, vous allez voir qu'elle pilote. Elle n'a pas de main. Certainement qu'il y a d'autres personnes qui seraient certainement convaincues qu'avec cet handicap, vous ne pouvez rien faire. En effet, c'est ça l'importance du leadership. Quand vous avez la vision, vous intégrez les obstacles comme celui-là. Vous dites, bon voilà, tout en étant muet, qu'est-ce que je peux faire? Et comme on l'a dit hier, il faut savoir parler avec vous-même. Il faut rester concentré. Il y a autant de choses que des personnes muettes peuvent faire et ils peuvent exceller. Voyez-vous? Donc voilà, c'est un handicap, mais qui n'est pas fatal. Divine Musunga, Congo Airways. Vous savez, la vision reste la vision. Lorsque nous avons créé Congo Airways, j'étais chef du gouvernement, personne ne pouvait imaginer que la RDC pouvait acheter des avions cash. C'était impossible avec les ressources qu'on avait d'acheter des avions neufs. Mais je l'ai dit ici, toujours dans la méthode, 1000 pas commencent par un pas. Il fallait d'abord résoudre les problèmes. Vous savez, Divine, c'était quand même déplorable que quelqu'un qui quitte Goma pour venir à Kinshasa, qu'il paye $1200. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule compagnie, CAA, et donc il faisait les enchères. Et certaines personnes qui ne pouvaient pas payer $1200 allaient au Rwanda, à Kigali, pour prendre Rwandair, atterrir à Brazzaville, parce que Rwandair n'atterrissait pas ici, et traverser pour venir à Kinshasa, ainsi payer $400 ou $500 au lieu de payer $1200. Avec les efforts de la bonne gouvernance, nous avons pu acheter 4 avions.
Et on a acheté à l'italien. Et laissez-moi vous dire que les Italiens n'étaient pas convaincus que les Congolais pouvaient avoir de l'argent. Parce que bien avant ça, c'était difficile qu'on trouve 100 millions de dollars dans les comptes publics. Et quand on a payé, ils étaient convaincus. On a acheté de très beaux avions qui avaient presque 8 ans de vie. En principe, même les avions que vous prenez ici, un avion va jusqu'à 30 ans. Les avions, regardez dans l'internet, vous allez voir la moyenne des avions de Bruxelles Airlines, c'est 22 ans, 23 ans. Mais le problème, c'est pas là, c'est l'entretien, le suivi et évaluation. On a acheté ces avions, c'était des très beaux avions. Et imaginez-vous, Divine, la société congolaise est certifiée IOSA. Il y a de très bons gestionnaires. Monsieur Balaziré, très bon gestionnaire. Vous pouvez vous imaginer que la société CAA, qui est dirigée par des Blancs, qui est une société qui appartient aux Occidentaux, n'est pas certifiée IOSA, mais la société congolaise, à 100%, pilotée par des Congolais, est certifiée IOSA. Certifiée IOSA, c'est-à-dire que l'IATA certifie que ces avions sont dans des conditions techniques telles que même les Nations Unies peuvent les utiliser. Mais, comme je vous l'ai dit ici, c'est ça le leadership. On avait des objectifs 5 ans après d'avoir 10 avions. 5 ans après, nous avons un seul avion. Ça, c'est une malédiction de leadership. Voyez-vous. Donc, Divine, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que cette compagnie devait aller même en Europe, mais elle était dans un système procédural. Parce que après avoir été certifié par l'IOSA, il n'y avait plus pratiquement pas d'obstacle. Mais avec les 2 avions en ligne, les A320, ils ne pouvaient pas aligner les avions sur l'Europe, mais au moins sur des courts courriers, l'Afrique du Sud par exemple. Congo Airways faisait sur l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, la société est ce qu'elle est. Vous qui êtes devenus des spécialistes en leadership, vous pouvez conclure, n'est-ce pas? Sylvain, quels sont les facteurs indépendants de la volonté qui peuvent bloquer un leader? J'imagine que vous avez déjà pris la décision d'être un grand leader, n'est-ce pas? Ben voilà. Demain, nous allons exploiter ce qu'on appelle les challenges. Il faut que vous soyez là, les challenges. Un leader, c'est un navigateur à contre-courant. Quand vous avez décidé d'être leader, sachez que vous avez décidé de naviguer à contre-courant. Vous allez voir, les gens vont vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais vous savez, avec sa cravate rouge, là, c'est un grand sorcier. Est-ce que vous allez suivre ça? Ne suivez pas ça. Le chien aboie, la caravane passe. Quand moi j'arrive comme Premier ministre, je dois donner une grande conférence sur le leadership et la bonne gouvernance, comme je l'ai fait à l'université du Caire, la 2e université en termes de ranking en Afrique. J'entre dans la salle, je trouve la plupart des étudiants égyptiens en cravate rouge. Je pose la question au recteur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une carence de couleurs de cravate ici? Il dit non, monsieur Matata, ici, les Égyptiens vous considèrent comme un modèle pour la gouvernance africaine. L'histoire de votre pays, chers camarades étudiantes et étudiants, vous devez savoir que c'est une histoire qui est suivie par l'ensemble du continent parce que la RDC n'a pas été faite seulement pour les Congolais que vous êtes. Quand on dit que l'électrification du continent africain ne peut provenir que de la RDC, vous pensez que ça a été fait, Inga a été fait seulement pour vous? Donc, demain, nous allons examiner. Il y aura trop d'obstacles. Mais un leader, nous allons voir les caractéristiques, doit avoir le courage des braves. Donc, demain, rendez-vous sur les questions d'obstacles. Voilà, nous avons, Patrick, nous avons dépassé les 7 minutes, mais j'espère que cette session vous aura plu. Merci. Merci beaucoup.